Radio Rivage présente Le portrait de Daniel. Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans mon émission Au fil du lien pour poursuivre cette conversation avec Claude Jeanmart, peintre. Bonjour Claude. Bonjour Daniel. Alors voilà, nous poursuivons notre conversation passionnante et j'ai envie de vous poser la question suivante. Où êtes-vous, Claude Jeanmart? Pouvez-vous nous décrire l'endroit où vous vous trouvez, la pièce, les objets qui vous entourent? Oui, alors j'habite dans la banlieue de Toulouse, une petite commune qui est entourée de verdure, de végétation, et nous avons d'ailleurs nous-mêmes une petite étendue avec des arbres, en particulier des chênes qui ont 150 ans, et c'est un régal de voir constamment les oiseaux que nous nourrissons qui viennent entourer la maison. À l'intérieur, la maison est très conçue pour le travail. Il y a à peu près autant de postes de travail que de pièces, et nous avons deux lieux principaux. L'atelier, un grand atelier, enfin assez grand atelier de 40 et quelques mètres carrés, où je travaille, un petit atelier à côté où des fois je travaille, mais aussi je fais prise de vue et stockage du matériel, et puis à l'étage un bureau. Nous avons chacun notre bureau, et là de nombreux livres sont stockés, il y a des livres plein la maison, et puis une grosse réserve d'une part de diapositives dont certaines ont été numérisées. Et je suis actuellement devant mon écran d'ordinateur, devant mes écrans, oui. Avec devant moi, derrière les écrans, une réserve de 14 disques durs qui stockent vidéos, images, montage, etc., etc. Voilà, tout est très classé, très rangé parce que je n'ai pas d'assistant et donc je fais tout moi-même. Et ce qui m'oblige donc à avoir beaucoup d'ordre. D'autant plus que dans l'atelier en bas, j'utilise alors des tables sur tréteaux amovibles, je déplace, et j'ai des grands panneaux sur lesquels je travaille, mais aussi des rouleaux qui peuvent descendre pour faire soit d'incrustation, avec des rouleaux verts quand on fait de la vidéo, travail d'incrustation, et puis rouleaux noirs et rouleaux blancs pour des fonds en photographie, et puis à nouveau des livres, et puis un gros stock de 1000 et quelques cassettes et d'à peu près autant de CD pour la musique, puisque là aussi je me suis constitué une collection de musique au fil des années qui pour moi est très important, très utile. Et tous les domaines s'y retrouvent, aussi bien la musique classique que la musique populaire et que les musiques expérimentales. D'accord. Donc les livres côtoient les nouvelles technologies. Oui. Alors il y a des livres, il y en a absolument partout dans la maison. Il n'y a pas une pièce qui n'en ait pas. Les livres sont tout à fait essentiels. C'est la base théorique, la base de réflexion. Je viens de terminer la lecture de deux ouvrages consacrés à Boltanski. Le dernier de Laura Adler, qui a été publié 15 jours avant la mort de Christian Boltanski. Et puis, je suis en train de lire aussi un ouvrage consacré à Gustav Mahler, qui m'intéresse énormément. Et donc, ce sont des mines dans lesquelles je puise régulièrement, en précisant que depuis fort longtemps, depuis plus de 20 ans, je ne lis pas de romans, mais je ne lis que des livres théoriques ou des livres d'esthétique ou des choses comme ça. Ah, d'accord. Alors, oui, c'est intéressant ce que vous nous dites. Vous ne lisez plus de romans? Ah non, depuis très longtemps. Par exemple, sauf quelques exceptions. Oui, de Kafka. Quelques exceptions que vous relisez sans doute. Voilà, pour Kafka. Et puis autour de Kafka, alors il y a quelques écrivains qui m'ont beaucoup intéressé, mais là encore j'en ai tiré parti puisque pour Karel Čapek nous avons réalisé une vidéo d'un de ses textes. Et puis quelques auteurs autour de Kafka, mais là aussi c'était pour nourrir le travail, la réflexion et la production d'œuvres autour de Kafka. Mais le reste du temps, ce sont des livres plutôt théoriques. Un qui m'a beaucoup intéressé, ça s'appelle Nudité,
C'est de Giorgio Agamben, un philosophe italien actuel qui m'a beaucoup apporté. Voilà, donc c'est plutôt ce genre de texte que je lis, ou bien alors Raymond Roussel parce que il y a un procédé d'écriture tout à fait étonnant qui m'a beaucoup intéressé, qui a intéressé les surréalistes, et beaucoup d'autres artistes, et qui intéresse aussi beaucoup Jordi Cerda, l'ami et artiste catalan avec lequel je travaille et je produis depuis maintenant une vingtaine d'années. D'accord. Donc, en fait, il y a aussi des lectures, si je comprends bien aussi, on peut dire méthodologiques. Oui, tout à fait. Il y a un côté méthodologique, c'est-à-dire il y a la nécessité d'apport autour de moi, de regards, de réflexions qui sont pour moi tout à fait nécessaires. D'accord. Voilà. J'ai une question à vous poser, Claude Jeanmar. Est-ce que vous vous méfiez du romanesque ? Je me méfie pas du romanesque, mais n'ayant qu'une vie, qui somme toute est assez courte, je suis obligé de faire des choix, des priorités. J'ai lu beaucoup de romans à une époque, qui m'ont beaucoup intéressé aussi pour d'autres raisons. Et là, actuellement, j'ai vraiment envie de me concentrer sur ce qui, d'une façon plus théorique, plus réflexive, va, disons, m'aider dans mon travail de création. D'accord. Alors, on fait le lien avec toutes les thématiques que nous avons abordées avec vous, le corps, et aussi l'expression de l'érotisme, les thèmes de l'enfermement, de l'apparence physique, du désir. Et aujourd'hui, je vous propose, Claude Jeanmar, une carte blanche que je vous tends, et qui peut être voilà, un travail qui vous tient particulièrement à cœur, une exposition. Quelle carte blanche avez-vous choisie, Claude Jeanmar ? Écoutez, je souhaiterais parler quand même d'un travail que nous avons fait, mon épouse et moi-même, de 1972 à 1979, et qui était un collectage auprès d'artistes contemporains, de responsables de musées, de personnages historiques. Et nous avons fait, pendant nos vacances, sur notre temps et avec notre argent, nous avons fait ces documents, réalisé ces documents pour le compte du CRDP de Toulouse, Centre Régional de Documentation Pédagogique, mais en accord avec la cellule pédagogique de Beaubourg, du musée d'art moderne de Beaubourg. Et nous avons rencontré, alors ça a été quelque chose d'une richesse exceptionnelle, puisque nous avons rencontré plus de 70 artistes, visité une cinquantaine d'expositions et de musées. Je vous donne quelques noms. Alors les personnages historiques et les personnages contemporains se rejoignaient. Madame Harpe, la femme de Jean Harpe, Boltanski, Biolès, Jean-Pierre Bouvet, le directeur du musée d'art naïf de Laval, Monsieur Brandenburg, le conservateur du musée de Cluny, un spécialiste de la calligraphie arabe, Monsieur Mustapha El Habib, ou de la calligraphie chinoise, Monsieur Xiong Pingming, etc., etc. Mais on voit aussi Jacques Monory, Annette Messager, Ernest Pignon-Ernest, Nikit Saint-Phal, Gérard Schneider, Pierre Soulages, Poulis Souga, Roland Topor, Raoul Lubach, Mademoiselle Van Dongen, Madame Kandinsky, Zhao Wuqi, Léon Zack, etc. Que de rencontres. Alors, ce sont ces rencontres qui se faisaient avec un protocole bien précis, qui était soumis bien sûr aux personnes rencontrées au préalable. L'idée, c'était, j'arrivais sans aucune question préparée à l'avance. Oui. Je devais écouter les personnes que je rencontrais, leur tendre le micro. Je m'étais d'ailleurs efforcé, je me suis entraîné à ce que mes questions, dans la mesure du possible, ne comportent pas plus de 5 mots, pour que ce soit vraiment la parole donnée à la personne. Et ce qui a été très intéressant, c'est que
accompagné bien sûr de photographies prises dans l'atelier tel quel. Là aussi, la demande c'était ne rangez rien, laissez l'atelier tel qu'il est, Oui. et c'est ça qu'on montrera aux élèves, aux enfants, aux étudiants, aux enseignants, puisque c'était à destination bien sûr du monde enseignant. Et je peux dire que tous les artistes rencontrés, ce sont de très bonnes grâces, investis dans ce travail, sachant que c'était destiné à l'enseignement, pour faire connaître leur travail et le rendre accessible. D'accord. Donc les rencontrer un peu à l'état brut. Oui, c'était ça l'idée. D'ailleurs, l'inspecteur qui gérait ce travail avait écrit un petit texte parlant d'un travail brut de décoffrage. Et j'avais même comme souci que ces entretiens durent un peu plus d'une heure, un quart, une heure et demie, en tout cas un peu plus d'une heure, pour que le maître qui les utilisait ensuite soit obligé de les écouter et de faire un choix, qui ne se contente pas simplement d'appuyer sur le bouton. Alors je dois dire que ça a très bien fonctionné pendant pas mal d'années, avec le CRDP de Toulouse, et puis il a été question que je sois détaché pour continuer ce travail, que je faisais, comme je disais, à nos frais et sur notre temps. Je passe sur les péripéties qui font que, bien que j'ai eu l'accord enthousiaste, ça ne s'est pas fait, d'autres en ont bénéficié, et j'ai décidé à ce moment-là de tout arrêter et d'en rester là. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. Donc, vous vous souvenez, lors de notre premier entretien, je vous avais dit, Claude Jeanmar, que vous m'apparaissiez comme une personne autodidacte. Et vous m'aviez dit, non, je ne peux pas me définir ainsi puisque j'ai fait des études, j'ai un parcours complet de formation artistique. Et en fait, quand je suis votre parcours, vous avez cet esprit créatif qui vous pousse à aller toujours plus loin et en même temps, avec une appétence prononcée pour l'empirisme, hein, essayer, trouver des idées. Est-ce que c'est pas un peu cet aspect d'autodidacte, c'est-à-dire de prendre de la distance par rapport aux enseignements que vous avez reçus, tout en conservant bien sûr l'essentiel de ce qui vous a construit également, mais avec une certaine, je dirais, jubilation de vous en détacher pour mieux y revenir? Oui, bien sûr. J'ai cette base classique, donc je ne peux pas, je n'ai jamais prétendu d'ailleurs être autodidacte, bien au contraire, Oui. puisque je dois à certains enseignants, et je l'ai reconnu, mais l'école n'est qu'un tremplin. Oui. On n'est pas artiste quand on est à l'école. Oui. On est on est artiste quand on quitte l'école. Marcelin Plenel, le critique d'art bien connu, disait l'artiste est celui qui vole son nom à son père, c'est-à-dire celui qui devient un tel, voilà. Mais c'est très joli. Pour y arriver, il faut effectivement ne pas se contenter de suivre un sillon tout tracé, mais essayer constamment de réfléchir à la façon dont on peut mettre en œuvre ce que l'on est. Et c'est sûr que tout le travail que j'ai pu faire dans le travail d'expression vocale, d'expression corporelle, théâtrale, la photographie, s'est retrouvé d'une façon assez naturelle dans ce travail-là, qui a commencé d'ailleurs avec Pierre Soulages, qui avait exposé à Toulouse, et j'avais été très impressionné par son exposition. J'avais demandé à la galeriste qui était intéressée elle-même par mon travail si je pouvais le rencontrer, ce qui s'est fait. Pierre Soulages très gentiment a tout de suite accordé l'interview que j'ai fait le moment même dans la galerie. Et ensuite, je me suis dit, c'est tellement intéressant qu'il faut pas que je garde ça pour moi. Donc, j'en ai tout de suite parlé à des collègues, puisque j'avais une fonction de conseiller pédagogique au sens large pour le CRDP. Et j'ai tout de suite fait circuler cet enregistrement. Et l'idée ensuite est venue de continuer. Et j'ai demandé à ce moment-là quelques aides au CRDP. J'ai eu une petite prise en charge qui m'a permis quand même de continuer. Et puis ensuite, nous avons décidé de consacrer une partie importante de notre temps, des vacances, mais aussi au retour, il fallait décrypter les bandes, analyser et identifier toutes les diapositives, ce qui prenait un temps considérable, mais qui était d'un très très grand intérêt.
Et qu'est-ce que Pierre Soulages vous a dit qui vous a marqué et qui n'est peut-être pas dans l'enregistrement? Est-ce que vous avez pour nos auditeurs voilà, un souvenir particulier, une émotion à partager? Oui, effectivement. Bon, comment le dire? J'ai rencontré plusieurs fois Soulages qui nous avait invités à venir le voir dans son atelier à Sète, donc ce que nous avons fait. Et puis il m'avait demandé, il était intéressé par ce que je faisais, il m'avait demandé de venir avec un carton de dessin. Je lui ai montré quelques peintures, des dessins, il a feuilleté et il a trouvé que j'étais un grand dessinateur, mais que je faisais trop de choses. Et il a eu cette phrase absolument géniale. Il me dit, vous êtes trop riche, vous devriez vendre les terres et ne garder que la maison. Oh. Eh bien. Et qu'en avez-vous fait de ce conseil? Ah ben, ça n'a pas tardé. C'est-à-dire que j'ai nettement recentré mon travail. Et puis, dès que j'ai pu changer aussi de type d'enseignement, quand je me suis retrouvé avec des étudiants, il est évident que j'ai pu avoir m'investir beaucoup plus et tenir beaucoup plus compte de ce qu'il m'avait dit. Il faut dire aussi qu'au même moment, j'avais eu la chance de rencontrer à Paris une galériste qui m'a beaucoup fait avancer. Elle m'a exposé à plusieurs reprises dans une galerie prestigieuse parisienne. Elle m'a permis d'exposer et de vendre beaucoup à la FIAC. Et puis, ça s'est écroulé pour des raisons qui font qu'elle a dû fermer son fonds de commerce et changer d'activité. Et du coup, j'ai perdu cette belle opportunité. Mais le mécanisme était lancé. Et ensuite, ça a été la rencontre avec Gérard Jordemer, qui a été une rencontre fondatrice, puisque c'est par lui que j'ai fait la connaissance de Kafka. Et la suite, vous la connaissez, ça a été l'enchaînement de 10 années passées sur l'œuvre de Kafka, avant de basculer sur Diderot et sur les corps aveugles. Oui, sur les corps aveugles, oui. Alors oui, cette période de 72 à 79, ce travail de collectage, c'est à la fois beaucoup de rencontres avec des artistes, mais aussi beaucoup de rencontres avec vous-même. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on ne peut pas rester neutre, indifférent quand on rencontre toutes ces personnes. C'est pas simplement tendre le micro à un joueur de football qui vient de marquer un but. Et c'est tout à fait autre chose. Ce sont des réflexions en profondeur. Je pense en particulier à la rencontre avec Biolès, avec Vincent Biolès, qui voulait absolument que ce soit sa pensée. Donc, on était retiré dans son jardin, dans son atelier au fond de son jardin. Et puis, il était assis sur un tréteau. Et pendant plus de 2 heures, il a parlé en réfléchissant avec beaucoup de soin. Ensuite, il a sorti ses toiles et il les a commentées. Puis, je suis rentré à Toulouse. Et là, il m'a rappelé assez vite en me disant, j'ai pas tout dit, il faut absolument que tu reviennes. Donc, je suis revenu. C'était le jour de Noël. Ça fait rien, c'était pressé. Et pendant l'après-midi, il m'a entretenu sur ce qu'il voulait dire en plus par rapport à son travail, son rapport avec Support Surface, son rapport à Cézanne, à Matisse, etc. Voilà. Et au cours de ces différentes rencontres avec tous ces artistes, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même que vous ne connaissiez pas, Claude Jeanmar? Ce que j'ai appris sur moi-même, c'est qu'il fallait surtout pas que je me laisse influencer par tous ces gens dont la plupart étaient déjà des artistes célèbres. Mais au contraire, ça m'a incité à un retour sur mon propre travail et à réfléchir sur ce qui m'intéressait fondamentalement et qui pouvait éventuellement me différencier de ces artistes. Voilà, c'est comme ça que j'ai vécu la chose. Comme une occasion
de me questionner sur ce que j'étais et surtout sur ce que je ne voulais ou ne devais pas être. D'accord. Donc, est-ce que, on parle là de l'influence d'artistes sur d'autres artistes, est-ce que chez les artistes, c'est quelque chose qu'on craint d'être influencé quand on reçoit, voyez, une appréciation sur son travail? Est-ce que c'est difficile d'y résister si l'artiste qui vous le dit est d'autant plus célèbre? Qu'en pensez-vous? Je pense pas que ce soit difficile d'y résister. Il faut savoir l'entendre et comprendre d'où ça a été dit et pourquoi ça a été dit. Et je pense que ce qui est c'est un petit peu ce qui arrive à beaucoup d'artistes. Entre nous, on se connaît. Je pense à quelques amis de la région. Quand on expose, on se voit les uns les autres, on se dit un mot. Et je pense que ça, c'est important. C'est de toute façon la façon dont notre œuvre prend corps. C'est sous le regard des autres, c'est un peu une banalité, mais Oui. c'est vrai que c'est dans la mesure où on expose, où on montre son travail, que finalement on s'expose et que on prend un statut d'artiste. Et personnellement, je ne pense pas avoir été influencé. Par exemple, l'anecdote avec Soulage qui simplement m'a incité à me recentrer sur à l'époque ce que je faisais, c'est-à-dire la peinture et un peu la photographie pour quitter un certain nombre d'autres activités qui m'intéressaient, qui me prenaient beaucoup de temps, que ce soit un travail assidu avec une compagnie de théâtre à Toulouse, pour laquelle je faisais des décors, entre autres, ou un travail avec une troupe de danse, ou des choses comme ça. Petit à petit, j'ai réduit mon activité. Et aujourd'hui, alors que je n'enseigne plus, en me recentrant toute mon énergie sur cette activité artistique, j'ai tout juste le temps. D'accord. Et puis aussi, on change dans son parcours d'artiste et de vie. Donc sans doute aussi que vous aviez peut-être aussi à cœur de trouver peut-être un autre rythme. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, vous savez, il faut s'adapter. Il faut d'autant plus s'adapter que on a eu et on a encore à faire face à un gros problème familial avec une enfant handicapée et qui nécessitait une organisation rigoureuse du temps, de l'espace, pour que chacun trouve son compte. Et voilà, donc c'est un ensemble de réalités, et les réalités aussi budgétaires. J'ai pas un budget, mon salaire d'enseignant ne me permet pas d'envisager des voyages réguliers pour les grandes expos parisiennes ou un investissement dans un matériel plus important. Ce que j'ai me convient et c'est à moi à m'installer dans ma situation et à trouver les issues qui me conviennent. D'accord. Alors, vous avez une appétence pour les nouvelles technologies. En tout cas, elles ne vous font pas peur. Vous avez en fait, alors vous voyez, certains artistes peuvent exprimer un peu de réticence avec tout ce qui est numérique. Vous, pas du tout, Claude Jeanmar. Hein. Vous êtes très relié à ce qui est de plus innovant et même au-delà de l'innovation. Oui, alors c'est vrai que j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui était outils au service de l'artiste. Oui. Alors aujourd'hui, ce sont des outils informatiques, par exemple. Je les maîtrise, pas complètement parce que c'est toujours en évolution, donc il faut constamment apprendre, continuer à apprendre. Mais c'est vrai que de par la nature des postes d'enseignants que j'ai assumés, j'ai été conduit à m'intéresser aux technologies les plus avancées et à les enseigner. Donc j'ai suivi des formations dès les années 70, ça a commencé pour la vidéo. Ensuite, dans les années 75, 76, j'ai reçu une formation sur la 3D avec les moyens de l'époque, puis sur les impressions avec les plotteurs, les tables traçantes, etc., etc. Et j'ai suivi toute l'évolution. Puis quand j'ai enseigné les arts graphiques
j'ai vu se succéder toute une série de technologies toutes plus prometteuses les unes que les autres et qui ont disparu aussi vite qu'elles étaient nées sous la pression de l'évolution. Les lettres par Descartes, les systèmes le tracette qui ont été remplacés très vite par toutes sortes de matériels, et les linéotypeuses qui peuplaient les couloirs du lycée où j'étais parce que le matériel était devenu obsolète et qu'il y en avait, des tonnes qui ont été enlevées ensuite parce que les technologies ont évolué à une vitesse extrêmement rapide. Et alors aujourd'hui, je travaille sur palette graphique avec plusieurs écrans. J'ai une imprimante à 12 couleurs, pardon. Et donc, voilà, j'ai suivi l'évolution, ce qui fait que je ne me sens ni moderne ni dépassé. Je suis simplement équipé comme beaucoup d'artistes sont aujourd'hui. Alors, vous êtes à la fois ami avec l'intelligence artificielle et vous vous êtes approprié les différentes techniques, des nouvelles technologies pour ne pas en être esclave. Ah oui, tout à fait. Oui. L'intelligence artificielle, c'est un grand mot. C'est simplement, oui, c'est un grand mot. C'est simplement un système de mémoire, c'est-à-dire qu'on stocke sur des disques durs, on stocke des informations, et puis on met au point un système qui les trie, et un autre système qui les assemble. Voilà en quoi consiste actuellement l'intelligence artificielle pour les images. Ça donne d'ailleurs des choses assez cocasses. Quand on pousse un petit peu la machine, et on s'aperçoit que certains thèmes sont interdits, ne sont pas acceptés par la machine. Voilà, donc je m'en suis emparé, j'ai fait des essais. Il y a des essais aussi qui peuvent être intéressants dans les filtres neuronaux, mais à condition, bien sûr, de se les fabriquer soi-même et de ne pas se contenter de ceux qui vous sont proposés dans le commerce, parce que très vite, on reconnaît les effets. Voilà. D'accord, alors pas de complexe à avoir avec l'intelligence artificielle. Elle ne peut pas, non, pas du tout. Se mesurer à la nôtre. Alors oui, bon, cette nouvelle technologie, toute cette appétence pour effectivement utiliser ce qu'il y a de plus innovant. Et en même temps, Claude Jeanmar, chez vous, aussi une volonté de ne pas vous éloigner, je dirais, de l'aspect brut de votre sujet, le corps, de ne pas le dénaturer, mais de le célébrer avec toutes ces nouvelles technologies, d'une certaine manière. Ah oui, bien sûr, mais il n'y a aucune raison que je rejette ou que je me prive d'un procédé. Actuellement, je suis en train de travailler sur une Apsara, la 18e. J'ai repris, non sans difficulté, cette série, interrompue par le Covid. Le principe, je touche une partenaire, les yeux bandés, et je dessine ce que je sens, et non pas ce que je sais selon la formule que j'ai utilisée. Superbe, oui. Donc, c'est un travail totalement, je dirais, tactile, intuitif, sensoriel. Et puis, une fois que c'est fait, il y a la phase de numérisation, on passe à la machine, puis de projection, on change de technologie, on est dans la vidéo, puis d'agrandissement, etc. Et je retourne ensuite aux outils, aux pinceaux, mais ensuite je passe au polissage avec une machine, une ponceuse électrique, je sèche avec un sèche-cheveux, avec un décapeur thermique. Bon, vous voyez, c'est tous les outils qui sont à portée de main, ma foi, je les utilise s'ils m'aident. D'accord, ça vous aide effectivement à approfondir, à aller plus loin et en même temps à développer tout ce qui est, encore une fois, empirique et puis de la création à l'état pur avec des différents outils et objets. Si on revient au couple colonne, Claude Jeanmar, qui sont encore une fois spectaculaires, toutes les séries que vous publiez sur Facebook, pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas encore été voir vos expositions, vous me disiez, quand je vous avais dit lors de notre
second entretien, bon, à travers le corps, il me semble aussi que vous atteigniez le cœur et l'âme. Et vous m'aviez dit, non, c'est pas dans mon vocabulaire. Alors, je vous propose un autre mot pour vous faire réagir, pour aller plus loin. Vous mettez en scène soit un homme, soit une femme, soit deux femmes, soit deux hommes, avec voilà, nous présentant des corps enlacés. Et si je vous propose la question suivante, alors, et l'amour dans tout ça? Est-ce qu'il est présent? Non, pas du tout. Non, c'est un travail artistique qui est bien précisé avant, bien expliqué, ce qui veut dire que les personnes qui participent savent exactement de quoi il s'agit. Je montre les exemples. D'ailleurs, sur mon site, il est très facile de voir le déroulé, la façon dont ça s'articule, dont oui. ça se développe. C'est très facile. Il suffit de taper www.claudejeanmart.com et on voit la totalité de ce travail sous la rubrique, dans les travaux, sous la rubrique corps aveugles. Et puis ensuite, il y a un menu déroulant qui indique tout ça. Donc, tout est très clairement défini au préalable. Et c'est donc ce travail sensoriel oui. qui est essentiel et qui permet de dépasser tout le savoir, on va dire plus ou moins académique, en tout cas toutes les pratiques habituelles du dessin qui très souvent, pas toujours, mais très souvent, se contentent de rendre compte de différents contours pour là arriver à quelque chose qui peut enrouler une forme, oui. La décrire par un parcours que l'on s'invente et qui va donner une série de formes, je dis pas de déformations, mais de formes oui. nouvelles. Et ce sont ces formes nouvelles que je vais assembler pour réaliser ces travaux. Ces travaux, d'accord. Est-ce que vous préparez sans doute un projet, par exemple peut-être un projet secret? Est-ce que vous avez actuellement en germe voilà, un projet que vous voulez réaliser et que vous n'avez pas encore réalisé? Alors, je travaille toujours, je dirais, au jour le jour. Oui. C'est-à-dire que je n'ai aucun projet après ces couples colonnes. Ils sont venus comme une sorte de conclusion, je pensais, à ce travail corps aveugles, sur lequel donc je travaille depuis 12 ans, mais je n'en sais pour l'instant rien. Donc j'avance, oui. Je termine la série des Apsaras, oui. J'espère pouvoir avancer encore dans le thème des couples colonnes parce que l'idée c'est d'arriver à en avoir un nombre suffisant pour créer un dispositif, une installation qui serait une sorte de péristyle, de colonnade, permettant une circulation du spectateur autour et entre ces différents couples colonnes. Oui. Qui font donc 3 mètres 20 de haut sur 1 mètre 80 de large. Oui. Et c'est ça donc l'objectif. Depuis 2-3 jours, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que j'aimerais revenir à quelque chose de peut-être plus abstrait. Sous quelle forme, je n'en sais strictement rien et surtout je ne vais pas chercher. Il faut que les choses avancent et depuis le début, depuis plus de 30 ans, 40 ans peut-être, ça arrive, ça se succède sans que j'ai fait le moindre effort ou que je me sois dit tiens qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui. Les choses émergent d'elles-mêmes et j'espère qu'il en sera de même après les couples colonnes, mais je n'en sais pas plus. Donc je n'ai aucun projet précis pour continuer les couples colonnes. Oui, vous êtes dans l'instant présent et aussi le souci de mettre en aussi vos créations pour le spectateur, oui, pour qu'il puisse se l'approprier d'une certaine manière. Oui, l'idée de ces couples colonnes que j'aimerais pouvoir installer en une sorte de péristyle, de parcours, c'est quelque chose qui m'est venu progressivement. Au tout début, les personnages étaient plaqués au mur, mais très vite, j'ai fabriqué une géante qui était tridimensionnelle, sous la forme d'un grand parallélépipède rectangle fait de 4 panneaux transparents. Donc, ça faisait 1 mètre, 2 mètres.
Oui. Et puis, il y a eu donc un certain nombre de tentatives de recherche, en particulier au Guatemala, quand j'ai installé la série des 20 géantes agiles. Il y avait là un aspect d'optique intéressant qui suggérait un mouvement que j'ai pu réaliser il y a en 2018 dans le cadre de Metabody à Toulouse, où j'ai pu, dans un lieu dédié à la danse, à la création, de spectacles qui s'appelle la vannerie, j'ai pu installer pour la compagnie Cadence une série d'une vingtaine de géantes et 15 atlantes suspendues dans l'espace, autour desquelles une compagnie de 12 danseurs a évolué pendant une semaine à la recherche de gestes, s'inspirant directement des personnages qui étaient figurés, avec toutes leurs déformations liées justement au principe du dessin en aveugle, et d'imaginer en une semaine une chorégraphie qui pouvait être visible à la fin, avec invitation aux spectateurs d'être eux aussi acteurs en pénétrant l'espace scénique et en déambulant autour de ces œuvres et des danseurs. Donc en fait, ces couples colonnes qui sont constamment finalement pour vous matière à renouvellement, à recréation et à rencontre avec le public. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'ils sont travaillés des deux côtés, recto verso, oui. Comme beaucoup des travaux depuis le tout début, hein, depuis les toutes premières géantes qui étaient peintes recto et verso. Je continue ce système. Dans les apsaras, non seulement c'est recto verso, mais ça peut être haut bas, on peut les retourner, et ça peut même être à l'horizontale. Donc il y a tout un travail qui a été fait, une réflexion sur palette graphique, pour créer des compositions qui pourraient se voir sous 4 angles, de 4 façons différentes. D'accord. Et lors de vos expositions, Claude Jeanmar, et puis quand vous publiez sur votre page Facebook, quelles sont les réactions du public concernant vos créations? Est-ce que vous pouvez nous en livrer quelques-unes? Qu'est-ce qu'on vous dit quand on les découvre? Il y a d'abord il y a quelques réflexions d'amis artistes qui sont plutôt très très convaincus. Il y a des spectateurs qui peuvent être convaincus mais surpris. Et c'est la raison pour laquelle, quand je présente mes travaux, je fais toujours très attention, soit au travers de textes, soit au travers d'une présentation verbale. Je fais très attention d'expliquer ce travail pour qu'il n'y ait aucun malentendu et que les gens, au contraire, comprennent la profondeur, la recherche la démarche. Ce que je disais hier, la démarche vis-à-vis de l'humain, de la confiance, oui, bien sûr. briser les cercles d'obscurantisme, etc. Alors, la méthodologie, votre rigueur par rapport à la technique, vous aide également à mettre les contours pour ces créations également. Oui, c'est sûr que plus mon travail va être précis dans sa définition, plus je pourrais m'échapper de mes propres contraintes. Oui. Et c'est ce qui se fait au travers soit des répliques, soit des innombrables séries qui naissent au fur et à mesure que les idées me viennent. Oui. Par exemple, avec les Atlantes, il y a eu l'utilisation des linogravures pour d'autres travaux qui avaient été prévus au départ, c'est-à-dire j'ai commencé par des formats de petites dimensions en jouant sur recto verso à partir de feuilles de polyester au format A2, puis A3, A4, et puis ça a été des très grands triptyques, 10 grands triptyques de 2,70 m, de 2 mètres par 2,70 m. Ça a été des séries dont certaines m'ont obligé à par exemple, pour des tramages, fabriquer des pseudo-trames, ou bien au contraire aller vers le gag.
pour dégonfler un petit peu l'adrénaline ou la suffisance de certaines représentations masculines au travers d'un jeu sur les Atlantes glorieux qui en fait portent des objets du quotidien qui n'ont absolument rien de valeureux et qui les éloignent des représentations habituelles où ils soutiennent des entablements, des balcons, des travées, des pignons, etc. D'accord. Et puis, oui. Oui, je vous en prie, allez-y, Claude Jean-Marc. Oui. Et puis, petit à petit, d'autres séries naissent. C'est comme ça que petit à petit, par rapport à la remarque d'une amie qui m'a dit, peut-être qu'un jour les Atlantes, les géantes vont rejoindre les Atlantes. Oui, tiens, c'est une idée. Et ça a donné une série. Oui, ça a donné une série. Et ainsi de suite. Oui. Voilà. Oui, alors c'est vrai que c'est passionnant, aussi le thème de la relation à l'autre, et puis aussi des échanges qui peuvent se créer entre les différentes créations, les questions, les réponses, tout ce fluide en fait relationnel qui est finalement en filigrane dans votre œuvre. Ça, vous en avez conscience que finalement vos créations ne sont pas silencieuses ni muettes. Ah, bien sûr, bien sûr. Elles ne sont pas figées, ça, certainement pas. Elles sont loin de là. Voilà, pleines de vie. Alors, on pourrait avoir certainement cette impression si on s'attachait seulement qu'à la caractère pour certaines d'entre elles gigantesque, sensationnelle, spectaculaire, comme nous avions dit lors de notre seconde conversation, mais il n'en est rien. Et c'est sans doute ce qui crée finalement aussi cet élan vital à les regarder, à les contempler, et puis aussi pour le public aussi à se les approprier en termes de narration personnelle et aussi de représentation et d'interprétation. Oui, c'est le fait de m'investir aussi totalement, d'une part, et le fait d'expliquer mon travail, d'autre part, montre bien qu'il y a une volonté à la fois de grande liberté de ma part et de m'abstraire de toute école, de toute contrainte, même si je suis très bien informé, si je me tiens au courant de ce qui se fait, de ce qui se dit, de ce qui se peint, de ce qui se montre, de ce qui s'installe, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir cette autonomie, cette indépendance et cette possibilité de le faire partager à des publics. Lorsque j'ai exposé cet été au château de Dampierre, nous avions préparé des textes qui étaient assez complets, que les gens regardaient ou pas. Mais en tout cas, il y avait là la possibilité de s'informer sur l'origine du travail, le sens qu'il pouvait avoir et la continuité de cette recherche. Sur 13 ans, ça veut quand même dire que il a fallu beaucoup réfléchir, beaucoup s'investir pour que ça reste non seulement vivant, mais que ça évolue constamment et que ça devienne de plus en plus important, aussi bien dans sa thématique que dans sa réalisation. Une sorte de saga artistique. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Eh bien, nous arrivons au terme de cette troisième conversation avec Claude Jean-Marc et la fin de cette série. Il y en aura d'autres. Je tiens à vous remercier, Claude Jean-Marc, pour vous être prêté à cet exercice de conversation pour mon émission Au fil du lien. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous reparticiperez à notre émission. Eh bien, écoutez, c'est bien volontiers. Je remercie Marie-Noël qui m'a aidé à préparer cette émission, ainsi que Bertrand à la technique et au montage, et qui m'accompagne à chaque émission. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.